Aujourd'hui, on s'attaque à un chiffre qui donne vraiment le vertige. 30%. 30%. C'est la part du budget national que la République démocratique du Congo, la RDC, prévoit de consacrer à sa défense et à sa sécurité en 2026. C'est juste colossal. Oui, c'est une réorientation massive, c'est ça, et ça a été annoncé par la Première ministre Judith Suminwa. Alors, notre objectif aujourd'hui, à partir des documents qu'on a pu analyser, c'est de comprendre ce choix. Un choix radical. Pourquoi maintenant? Et surtout, la question que tout le monde se pose, si un tiers du gâteau va à l'armée, mais que reste-t-il pour le reste? Ce chiffre de 30%, il faut vraiment prendre la mesure de ce qu'il représente. Ce n'est pas un petit ajustement, là, c'est un basculement complet. Un basculement, oui. On parle d'une réorientation totale de l'économie de l'État, quoi. Pour donner une idée, il y a encore quelques années, ce secteur, il peinait à atteindre les 5, peut-être 7% du budget. Ah oui, la différence est énorme. Donc passer à 30%, c'est acter financièrement que le pays est entré dans une sorte d'économie de guerre. Les choix ne sont plus dictés par des plans de développement, mais par une question de survie immédiate. Une économie de guerre, le mot est fort, mais en même temps, il colle bien au ton de la Première ministre. Devant les députés, elle a été très directe, elle a dit en substance « on ne lâchera rien ». Oui, le message est clair. Le gouvernement est déterminé à récupérer, je cite, « chaque centimètre carré de notre territoire passé aux mains de l'ennemi ». C'est sans ambiguïté. Mais alors, ces 30%, concrètement, ça part où cet argent? C'est pour acheter des tanks, payer des salaires? C'est un peu tout ça à la fois. Et c'est ce qui rend l'analyse complexe. Ce n'est pas juste une ligne achat d'armes. La première chose, la plus évidente, c'est l'équipement. L'armée congolaise a un besoin criant de modernisation. C'est-à-dire? De l'armement, des véhicules, des drones, des technologies de communication. Ensuite, il y a la logistique. La RDC est un pays continent, hein. Acheminer des troupes, du matériel, c'est un défi monstrueux. Bien sûr. Une grande partie de l'argent ira là-dedans. Et puis, et c'est crucial, il y a l'humain. Améliorer la solde des militaires, leurs conditions de vie, c'est essentiel pour le moral des troupes. Donc on est sur du matériel, de la logistique et de l'humain. Mais ce n'est pas juste une réponse d'urgence, si j'ai bien compris. Non, et ça c'est un point capital souligné dans la source. Cette augmentation, elle s'inscrit dans une loi de programmation militaire qui court jusqu'en 2028. C'est une stratégie pensée sur plusieurs années. Ah, donc c'est structuré. Exactement. Ce n'est pas une réaction à chaud. Ce plan, il inclut des volets très importants. La formation continue, la spécialisation des troupes et des officiers. On ne veut plus seulement des soldats, on veut des spécialistes. D'accord. Il y a aussi toute une dimension infrastructure. On parle de construire, de réhabiliter des casernes, des bases. Et il ne faut pas oublier la sécurité intérieure. Ce budget doit aussi financer des opérations contre les dizaines de groupes armés qui terrorisent les populations. C'est un effort sur tous les fronts, en fait. Et quand la Première ministre parle de l'ennemi, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on parle principalement du conflit dans l'est du pays. Oui, principalement. Le terme « ennemi » fait directement référence aux groupes armés comme le M23. Des groupes qui, selon l'ONU et Kinshasa, sont soutenus par des pays voisins, notamment le Rwanda. C'est ce conflit-là qui a tout déclenché? C'est ce conflit qui a créé une menace directe sur l'intégrité du pays, oui, avec la prise de villes, de vastes zones. C'est cette menace existentielle qui justifie, aux yeux du gouvernement, cet effort de guerre spectaculaire. D'accord. Et comme le souligne notre source, cette tendance, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle s'est accélérée de manière fulgurante. Absolument. Si on regarde juste un an en arrière, en 2025, le secteur sécurité, donc défense, police, justice, c'était déjà 13,12% du budget. Ce qui était déjà une hausse énorme, de 25% par rapport à l'année d'avant. Oui, on trouvait ça déjà considérable à l'époque. Et pourtant, 2025 a prouvé que même ça, ce n'était pas suffisant. La réalité du terrain a complètement dépassé les prévisions. Comment ça? Le conflit s'est intensifié bien au-delà de ce qui était anticipé. Du coup, le gouvernement a dû engager ce que les documents appellent des dépenses exceptionnelles de sécurité. En clair, ils ont dû dépenser de l'argent qui n'était pas prévu. Voilà. Sortir le carnet de chèques pour des opérations non planifiées, acheter du matériel en urgence, tout ça a fait exploser les compteurs. C'est fascinant de voir cette tension. Si l'exceptionnel devient la norme, ça veut dire que le pays renonce à une gestion normale, quoi. C'est exactement ça. Le saut de 13% à 30% pour 2026, c'est une manière de dire « arrêtons de nous voiler la face ». D'accord. Ce qui était exceptionnel en 2025 sera notre quotidien en 2026. Alors, intégrons-le directement dans le budget. C'est une forme de lucidité en fait. Il tente de budgétiser le chaos pour éviter de toujours courir après les événements. Bon, la question qui vient tout de suite, et c'est la réaction de tout le monde, je pense, si on met 30% dans l'armée,
Est-ce que ça veut dire qu'on va couper dans les écoles, les hôpitaux? Comment est-ce qu'il justifie que ça ne va pas paralyser tout le reste? Alors ça, c'est le cœur du plaidoyer politique de la Première ministre. L'argumentaire est assez habile, il repose sur deux piliers. Le premier, c'est de dire le gâteau global va grossir, c'est-à-dire Le budget 2026 est en hausse de près de 16% par rapport à 2025. Donc l'idée, c'est que cette croissance générale permettra d'absorber la hausse massive des dépenses militaires sans faire de coupes drastiques ailleurs. Plus d'argent pour tout le monde en quelque sorte. Et le deuxième pilier, Le deuxième pilier, c'est un pari sur l'efficacité de l'État. Le gouvernement s'appuie sur l'exemple de 2025. Ils disent en gros, regardez, même avec les dépassements militaires, on a tenu la barre. Et comment? en faisant des économies sur le train de vie de l'État, moins de missions à l'étranger, ce genre de choses, et surtout en étant bien plus efficace dans la collecte des impôts et des taxes. Et ce point, c'est important, il est validé par le FMI, ce qui lui donne un certain poids. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Un gâteau plus grand, une meilleure gestion, ça permettrait de financer et la guerre et le développement. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou est-ce qu'il y a un loup? Il y a un pari, et il est énorme. Penser qu'on peut tout financer comme ça, c'est un scénario optimiste, disons. Ça peut marcher, mais ça dépend de facteurs qui ne sont pas tous maîtrisables. La croissance économique peut ralentir, les recettes fiscales peuvent décevoir. C'est vraiment un pari sur l'avenir. Et comment on peut savoir si ce pari a des chances de réussir? J'imagine qu'il faut regarder ce qui s'est passé en 2025, justement. Est-ce qu'ils ont réussi à protéger les autres secteurs? Surtout les investissements, la clé du futur. Absolument. Et c'est là que le tableau s'assombrit, brutalement. Les chiffres de 2025, qui viennent d'un rapport du ministère du Budget, sont une véritable douche froide. Ah, Sur le papier, en début d'année, le gouvernement prévoyait d'allouer près de 22 000 milliards de francs congolais aux dépenses d'investissement. C'était le budget pour construire des routes, des écoles, des ponts. Un chiffre très ambitieux. ça c'est la promesse. Et la réalité? La réalité, c'est qu'à la fin de l'année, les estimations révisées, elles sont tombées à environ 14 000 milliards. Attendez, si on fait le calcul, c'est une chute de 35%? 35%, oui. Un tiers des investissements prévus pour construire l'avenir du pays, c'est tout simplement évaporé. 35%. Ce n'est plus un ajustement, ça, c'est un effondrement. Donc pendant que l'armée recevait ses rallonges d'urgence, les chantiers d'avenir, eux, étaient mis à l'arrêt. C'est précisément ça. Et le phénomène est encore plus pervers quand on regarde ce qui a augmenté pendant ce temps. Parce qu'une autre ligne de dépenses, elle, a littéralement explosé. Laquelle? Les dépenses de fonctionnement des institutions. C'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les frais de mission, le carburant, le fameux train de vie qu'on était censé réduire. C'est un effet de ciseau terrible. Oui, un effet de ciseau dévastateur. D'un côté, les investissements qui construisent l'avenir s'effondrent. De l'autre, les dépenses pour faire tourner la machine au quotidien explosent. L'investissement est devenu la variable d'ajustement. C'est ça le vrai risque alors. On sacrifie le long terme pour gérer une double urgence. L'urgence militaire, qui est vitale, et l'urgence de faire fonctionner un appareil d'État qui coûte de plus en plus cher. C'est le nœud du problème. Et le risque immense pour 2026, c'est que ce même schéma se répète, mais à une échelle encore plus grande. Même si le budget d'investissement est en hausse sur le papier. Oui, le gouvernement peut bien afficher une hausse des crédits, il représente même 36% du total, ce qui est énorme sur le papier, mais si la pression sécuritaire continue et si les dépenses de fonctionnement ne sont pas maîtrisées, Hein. ce sont à nouveau les investissements qui seront sacrifiés en premier. Exactement. Le pont qu'on devait construire attendra. Le programme d'électrification rurale sera reporté. C'est toujours plus facile de geler un projet d'avenir que de ne pas payer les salaires à la fin du mois. Si on prend un peu de recul, on se retrouve avec une image incroyablement tendue. D'un côté, un effort de guerre massif, présenté comme une condition vitale pour la survie de la nation. Un argument puissant, difficile à contester. En effet, la première mission d'un État, c'est d'assurer la sécurité. De ce point de vue, la décision est logique, presque inévitable. Et de l'autre côté, on a la dure réalité des chiffres de 2025 qui agissent comme un terrible avertissement. Ils nous montrent que derrière les discours rassurants, ce sont les fondations de l'avenir du pays qui risquent de payer le prix fort. On est face à un dilemme terrible. En résumé, le budget 2026 de la RDC, c'est l'acte de naissance financier d'une nation en guerre. La priorité absolue donnée à la sécurité est une réponse directe et probablement nécessaire à une menace perçue comme existentielle.
Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Inquiétant entre les ambitions affichées et les sommes réellement dépensées à la fin. Toute cette analyse met en lumière une question fondamentale, presque tragique pour la RDC. Comment financer la guerre d'aujourd'hui sans anéantir les espoirs de développement pour demain? C'est un exercice d'équilibriste en fait. C'est la question centrale. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui reste en suspens. L'effort pour sécuriser le territoire est sans aucun doute une condition préalable à tout développement. On ne construit pas d'école sous les bombes. Bien sûr. C'est d'être mieux éduqué. Quel État et quelle société restera-t-il à reconstruire une fois la paix, espérons-le, revenue? C'est le pari incroyablement risqué que fait la RDC avec ce budget. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de la RDC.